Bonsoir, bonsoir. Ah. Bonsoir et bienvenue, psychanalyste pour tous. Je m'appelle Clémence Lonis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Celo. Bienvenue donc à cet espace. Aujourd'hui, nous allons nous centrer sur un sujet très intéressant. Aujourd'hui, on va parler d'un trouble alimentaire qu'on appelle l'anorexie. L'anorexie. Bonsoir Nidal, bonsoir Christiane. Alors, attendez, je vais essayer de voir si je peux faire ça correctement. Si je peux mettre les choses correctement pour pouvoir voir vos messages. Myriam, bonsoir. Donc, les troubles alimentaires sont nombreux, mais aujourd'hui, on va se centrer sur l'anorexie. Michel, bonsoir. Nathalie, bonsoir. Martine, bonsoir. On va faire ça. Alors, comment allez-vous? Laurence, Olivier, bonsoir. Donc, bien évidemment, si on parle des troubles alimentaires, bien évidemment, on fait référence, encore une fois, un petit peu comme on vient de le faire quand on a fait référence à l'alcoolisme. On va faire référence à Sonia, bonsoir. On va faire référence à la pulsion orale, encore une fois. Donc nous avions déjà commencé à parler de cette question orale, de la jouissance orale, de la pulsion orale, et nous allons souligner, Amida, bonsoir, le fait que, rappelons-le, parce que c'est quelque chose d'important, que notre corps est un corps pulsionnel. Ce n'est pas un corps instinctif. Les êtres humains n'ont pas d'instinct. C'est donc que tout chez l'être humain, Marlène, bonsoir, tout chez l'être humain va être touché par la pulsion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les instincts n'existent pas et que toutes nos nécessités d'être humain, on va dire, sont touchées par la parole. C'est pour ça qu'ils peuvent être tous troublés comme ils le sont, non, dans la sexualité, plutôt la génitalité, l'alimentation, tout ce qui concerne aux besoins basiques de l'homme. Tous ces besoins sont touchés par les mots. Et donc, Feriel, bonsoir. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont touchés par les mots? Qu'ils ont été troublés par le langage. Non, il y a l'implication du langage, Féti, bonsoir, qui fait que ces nécessités qui devraient être instinctives ne le sont pas. Et la boulimie, c'est le contraire de l'anorexie, mais c'est aussi un trouble alimentaire. Alors, et quand on parle, Annie, bonsoir, quand on parle de la pulsion, qui est cette énergie psychique, et en fait, cette pulsion, c'est un concept. On dit que la pulsion, c'est un concept limite entre notre partie biologique et notre partie anémique, entre le corps et l'esprit. C'est ce concept limite qui va unir ces deux parties, qui va unir le corps avec l'esprit. C'est-à-dire que tout ce qui est biologique chez l'être humain, en fait, de la même façon, va être touché par la pulsion et donc va être troublé par le langage. Et quand je dis troublé, c'est-à-dire qu'il va y avoir des interférences, il n'y a rien. Lucie, bonsoir. Vidovic, bonsoir. Il n'y a rien d'instinctif chez l'être humain, que tout est touché par le langage. C'est-à-dire qu'il y a eu un apprentissage. Nous sommes arrivés dans un monde d'êtres humains et ça, c'est ce qui nous a énormément troublés. Et c'est-à-dire que la parole fait que
tout est dévié, non? Vous voyez, quand vous avez des conversations avec les autres, ben, les conversations sont des conversations où il y a une difficulté de compréhension de ce que nous dit l'autre, dans le sens où quand il utilise même les mêmes mots que nous, ben, en fait, ces mots-là, pour lui, ont une association, on va dire, différente que la mienne. Et donc, obligatoirement, Serge, bonsoir. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces troubles qui vont, non, avoir lieu, même aussi, qui vont toucher, Guy, bonsoir, qui vont toucher notre relation avec, avec nos instincts. Tout ça à cause de la pulsion. Tout ça à cause de l'intervention de la pulsion. Donc ici, on va refaire référence donc à cette pulsion orale qui fait référence principalement à la jouissance de la bouche, à la jouissance de la bouche. Et donc on peut parler, la bouche, c'est toute cette articulation, c'est-à-dire ce sont les lèvres, ce sont la langue, les dents, le palais, etc. Anne, bonsoir. Et même l'estomac. Hein, même l'estomac, même l'intestin, on va dire. Bien que après, quand on descend un peu plus bas, on en arrive à la jouissance anale, avec la pulsion anale. Et aujourd'hui, nous allons nous centrer sur l'oral, sur cette pulsion orale. Et alors, nous ne pouvons pas, bien évidemment, comme vous le savez, nous séparer de notre corps. Non? Et notre corps a cette particularité qu'il est temps. Le temps. Notre corps, il est temps. Et est-ce que le langage nous éloigne de l'origine pulsionnelle? Non, la pulsion, on va dire, la pulsion, c'est celle qui va unir, non, les instincts avec le langage, on va dire d'une certaine façon. Nayou, bonsoir. Donc, notre corps, qui est temps, ben en fait, il nous rappelle, comme toujours, que nous sommes des êtres mortels. Et comme nous sommes des êtres mortels, ben nous devons prendre en compte que nous avons ce corps qui fait partie de nous et qui est la scène. Notre corps, c'est la scène où va se développer, où vont se montrer certains de nos processus psychiques, où nos processus psychiques vont être en jeu sur la scène qui est notre corps, notre peau, non, notre biologie, en fait, va être touchée par ces processus psychiques. Et donc, et pour faire référence donc à l'anorexie, bien évidemment, quand on parle de l'anorexie, on fait référence à une maladie psychique. C'est une maladie psychique, et c'est-à-dire que sur ce besoin biologique qui est de s'alimenter, ben, il y a ce trouble particulier de l'anorexie qui vient nous montrer que ben non, on ne veut pas manger. On ne veut pas manger puisque c'est une décision du sujet. Charbel, bonsoir, qui ne veut pas manger, ne veut pas s'alimenter alors que c'est quelque chose de basique. C'est-à-dire qu'il y a un attentat à la vie du sujet, un attentat sur son corps. Hein. Et donc c'est quelque chose, évidemment, comme vous le savez, et qui est une maladie qui peut être très grave. Donc s'alimenter est nécessaire et ne pas s'alimenter, ben, on en arrive à mourir, comme dans certains cas graves de l'anorexie. Annick, bonsoir. Mais comme nous savons, Marie-Laure, bonsoir, comme nous savons bien évidemment, c'est que dans ce besoin, comme on dit, comme il y a l'intervention de la pulsion, ben, il y a aussi l'intervention du désir. Le désir, ce désir, on va l'appeler ce désir psychique, qui n'est pas quelque chose, retrait de la pulsion orale. Non, on va dire qu'il y a régression à la pulsion orale. Non, c'est pas le retrait de la pulsion orale, sinon qu'il y a régression à la pulsion orale. Et le désir, qui est le moteur de la vie, et que le désir, pour se constituer comme désir psychique, en fait, il va commencer pour se constituer, il va, on dit, se monter sur un besoin, c'est-à-dire qu'il va utiliser la voie du besoin de l'alimentaire, par exemple, non, les besoins de l'être humain, et il va se constituer sur les besoins, sur les nécessités. Hein. Et c'est à partir de là que se produit le désir.
Et c'est-à-dire que tout ce qui est en relation avec l'oralité, avec cette pulsion orale, c'est les besoins du sujet de s'alimenter, de parler, de communiquer avec d'autres. Tout ça, ça fait partie de la pulsion orale. Et c'est-à-dire que Jazz, bonsoir, et c'est-à-dire que ce qui va arriver donc sur ce sujet où il va y avoir l'intervention de la parole, l'intervention des mots qui va troubler la fonction, qui va dévier la fonction de l'alimentation, on va dire comme si la pulsion de mort prend le dessus sur la pulsion de vie. On va voir, Féti. Bénisse, bonsoir. Donc c'est une fonction qui devrait être donc une fonction fondamentale sur laquelle il ne devrait pas avoir de problème puisque c'est notre vie qui est là en jeu, alors que cette vie va être remise en cause à cause de cette intervention du psychisme sur la fonction. Et alors ce n'est pas que le psychisme est en mauvais état, ce n'est pas que le psychisme fonctionne mal, sinon c'est la position du sujet dans cet appareil psychique qui fait qu'il produit ce genre de maladie. Donc, ce qui va être important de souligner, Sandrine, bonsoir, c'est que bien évidemment, dans l'anorexie, on va dire rêve de meubles, bonsoir. Dans l'anorexie, ce qui est intéressant, c'est que notre relation n'est pas réellement avec les aliments, notre relation n'est pas avec les repas, avec ce qu'on va préparer, sinon pas avec l'objet qui est en relation, l'objet extérieur, sinon que, comme on le soulignait avec les addictions, sinon que c'est quelque chose qui vient du sujet, de la position psychique du sujet qui a cette tendance, par exemple dans les addictions, cette tendance à l'addiction. Khaled, bonsoir. Et c'est-à-dire que c'est la relation du sujet avec le verbe manger, avec le verbe manger, avec le verbe manger. Et donc je disais que ce n'est pas réellement en relation avec les objets, avec le type d'aliments que le sujet va manger, sinon que, parce que ça ce serait autre chose, non? Quelqu'un par exemple qui peut avoir la phobie de certains aliments, qui déteste certains aliments, ou il peut y avoir une difficulté pour manger certains aliments. Ça n'a rien à voir avec l'anorexie. Donc l'anorexie est en relation avec la pulsion orale et avec le verbe manger. Et dans l'anorexie, on va commencer à voir, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs types d'anorexie. C'est pas qu'on va faire la lecture de l'anorexie et qu'on va cataloguer l'anorexie, que toutes les anorexies sont similaires. Bien évidemment, non. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas interpréter par rapport aux symptômes. Nous ne pouvons pas faire une lecture par rapport aux symptômes. Le symptôme, c'est une chose. Le symptôme que je vais voir quand je vois une jeune fille, un jeune homme squelettique, je peux dire qu'ils sont anorexiques, mais je ne sais pas ce qui leur arrive. C'est-à-dire que l'anorexie a plusieurs types de manifestations et que dans tous les cas, pour découvrir quelle est la position du sujet, quelle est la problématique du sujet dans sa position psychique, il va falloir que je l'écoute. Il va falloir que j'écoute pour voir un petit peu comment il me parle de ce qui lui arrive. Et c'est-à-dire que toutes les personnes qui ne mangent pas, il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas ou qui ne mangent pas beaucoup et qui ne sont pas obligatoirement en plus anorexiques. Donc ce n'est pas un trouble de l'oralité, on va voir. Donc c'est pour ça que l'écoute du psychanalyste va être indispensable. Nadine, bonsoir. Non, l'écoute du psychanalyste va être indispensable pour pouvoir distinguer de quel type d'anorexie, si c'est vraiment une anorexie, et de quelle manière le sujet est touché. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs différentes positions psychiques possibles qui vont produire des symptômes, qui vont produire la maladie de l'anorexie, et que ces différentes positions peuvent produire la
le même symptôme, Gina, bonsoir. Non, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que le même symptôme peut être produit par différentes structures. Et donc, on va voir ici, ce soir, on va faire référence à 3 structures psychiques de l'anorexie. Hein. Donc, il va obligatoirement falloir passer par l'écoute analytique pour pouvoir distinguer 3 types d'anorexie. Donc, on va parler aujourd'hui d'une anorexie hystérique, on va parler d'une anorexie paranoïaque ou psychotique et une anorexie dépressive. Donc, ce sont 3 positions différentes. 3 positions différentes face à de la position du sujet qui peuvent provoquer donc un symptôme similaire. Parce que même les anorexies, on va dire, même s'il est squelettique, non, son anorexie peut être venir depuis son plus jeune âge, vient de commencer, et s'arrête, ça passe d'anorexie à boulimie. Donc chaque patient va nous raconter une histoire particulière avec sa relation avec son symptôme. Donc quand on parle de l'anorexie hystérique, on va dire la première, c'est-à-dire l'anorexie hystérique, il va y avoir, dans toutes les hystéries, il y a le refoulement qui est mis en jeu. C'est-à-dire que c'est un mécanisme qui appartient à la structure hystérique, il y a refoulement. Et en plus, il va y avoir, dans ce cas-là, on va dire cette régression à la phase orale, une participation de la régression à la phase orale, alors que dans l'hystérie, normalement, il n'y a pas de régression. Non, mais dans le cas de l'anorexie hystérique, il y a une partie de régression. Et la particularité de l'hystérie, comment l'hystérie va parler de son symptôme, sa relation avec l'alimentation, elle va expliquer, ou il va expliquer qu'en fait il a des difficultés pour manger. Pourquoi? Parce que la bouffe, comme on dit, la bouffe, ça le dégoûte. Il y a un certain dégoût devant les aliments. Donc, quel que soit le plat préparé, il y a un certain dégoût. C'est-à-dire qu'il y a envie des nausées, envie de vomir. Hein. Et c'est-à-dire, il y a ce qu'on peut aussi faire la lecture, parce que les vomissements, dans le cas de la structure hystérique, font référence à une répugnance morale. Donc après, pour savoir, non, parce que quand on dit anorexie hystérique, ça ne veut pas dire qu'on va traiter tous les anorexiques hystériques de la même façon, sinon que chaque anorexie hystérique, de la même façon, il va falloir écouter ce qui est en jeu dans chaque sujet pour savoir de quoi il s'agit avec telle ou telle personne. Donc les phrases, par exemple, que peut prononcer une anorexie hystérique, on va dire « je ne mange pas parce que ça me dégoûte »,« penser manger, ça me dégoûte »,« penser manger, ça me donne envie de vomir ». C'est-à-dire qu'il n'est pas question de simplement passer à l'acte, sinon que le fait d'y penser, ça produit des nausées. Ensuite, il y a l'anorexie, on va parler de l'anorexie paranoïaque. Bonsoir Lila, l'anorexie paranoïaque. On va voir que l'anorexie paranoïaque peut être aussi considérée ou peut être lue aussi comme une anorexie un petit peu psychotique. Et là, dans l'anorexie paranoïaque, on dit qu'il y a une crainte paranoïaque à l'empoisonnement. Qui peut se manifester par de la position du sujet, c'est-à-dire qu'il va faire référence directement, il va dire non, c'est ces aliments ou ce plat, etc., où je ne veux pas manger parce que je pense qu'un tel est en train de vouloir m'empoisonner. Souvent, l'anorexie est concomitante à la boulimie. Anorexie est liée à la boulimie. Elle peut l'être, oui. Bonsoir Hakim. Donc, c'est-à-dire qu'il y a cette idée d'empoisonnement qui fait partie aussi à une étape du développement, à une étape du développement dans
le développement psychosexuel en fait de l'enfant. C'est-à-dire qu'il y aurait aussi dans ce cas-là une régression. Ou alors le patient va dire ah non, ce plat n'a pas l'air en bonne condition, il n'est pas bien préparé, ou je pense qu'il va me faire du mal. Donc ils ne parlent pas d'empoisonnement directement, mais ils disent que c'est le plat qu'ils doivent manger, et ben que ils vont pas réussir à le digérer, qu'ils vont avoir des difficultés à le manger, mais parce que les aliments eux-mêmes peuvent avoir des choses négatives pour eux. Alors rappelons que bien évidemment le paranoïaque, en fait, il va faire référence au plat que quelqu'un de précis a préparé, hein, de quelqu'un que précis a préparé, et que ce quelqu'un, dans la paranoïa, la personne hein, qui est en relation donc avec cette paranoïa, ou que le sujet pense que un tel lui veut du mal, ben cette personne, un tel, c'est une personne aimée. Ce n'est pas n'importe qui, c'est une personne aimée. Ensuite, il y a l'anorexie dépressive, comme disait Sonia, l'anorexie dépressive, c'est-à-dire que c'est une conséquence, on va dire, l'anorexie, c'est une conséquence de la dépression. Exactement, rêve de meuble. Alors, c'est-à-dire qu'il y a l'anorexie dépressive, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'intérêt pour tout ce qui concerne la réalité extérieure, non, comme dans le cas du déprimé. C'est-à-dire que il n'y a plus rien qui l'intéresse, ou en fait, comme il a diminué sa capacité d'action, ben, il diminue aussi sa capacité de manger. C'est-à-dire que ça va s'étendre jusqu'à l'alimentation. Et dans ces cas-là, on va dire, on peut écouter des patients qui parlent et qui disent non, je ne mange pas parce que je n'ai pas envie. Non, je ne mange pas parce que, bah oui, j'ai pas envie, ça me dit rien. J'ai perdu le goût, j'ai perdu l'appétit, j'ai perdu le goût au repas, à la nourriture. Donc ça, on va dire, c'est une attitude de l'anorexie. Mais en fait, donc dans le cas de l'anorexie dépressive, si on continue à l'écouter, c'est pour ça que je dis que c'est une anorexie qui est basée sur la dépression dans le cas où, quand on continue à l'écouter, ben on voit que ce patient, enfin, fait référence à qu'il n'a envie de rien, que non seulement ça lui arrive avec le repas, avec la bouffe, mais sinon que ça lui arrive avec de nombreuses actions dans la vie ou qu'il n'a plus envie d'entreprendre. Hein. Et donc, en général, il y a une régression à la phase orale dans le cas de l'anorexie. Et que s'il y a régression à la phase orale dans le cas des anorexies, on va dire aussi qu'on va voir que ce sont des patients qui sont en relation avec les autres en termes, on dit, de phase orale sadique. Non, parce que dans l'étape orale, dans la phase orale, il y a deux moments. Il y a la phase orale de la succion, simplement de l'absorption, il n'y a pas encore les dents, mais quand les dents commencent à pousser, ben, il commence à y avoir cette phase qu'on appelle orale sadique, dans le sens où l'enfant va commencer à triturer certains aliments et qu'il va les faire disparaître. Et l'anorexie mentale en rapport avec l'image du corps. Et cette anorexie, cette pulsion orale sadique fait partie de ce moment de la constitution psychosexuelle. Donc il y aurait une régression à ce moment de l'étape, une fixation de la libido qui fait qu'il y a régression à cette étape orale sadique. C'est-à-dire, c'est le moment, vous vous rappelez, quand on voit des enfants, par exemple, qui mangent un petit biscuit, et une fois que le biscuit est mangé, ils pleurent parce que en fait, ils ont vu qu'ils ont détruit ce biscuit qu'ils aimaient. Hein. Donc, non, on voit que ce n'est pas en relation directement. L'anorexie, ce n'est pas en relation avec l'objet. C'est en relation principalement avec le verbe manger, non, avec le fait de manger. Et c'est-à-dire que dans cette phase orale sadique, c'est pas complètement sadique puisque l'enfant va manger ce qu'il aime. Mais en le faisant, il le détruit. Hein.
Donc, c'est pour ça qu'on va voir que ces patients anorexiques, ben, ils aiment de cette façon passionnément. C'est-à-dire qu'ils vont manger ce qu'ils aiment. Non? Et manger, comme on l'a déjà vu quand on fait référence au cannibalisme, l'élaboration dans l'histoire de l'homme du cannibalisme, c'est l'identification. Et donc manger quelqu'un, on va dire, c'est s'identifier avec lui, avec cet objet aimé. On le mange, on s'identifie à lui. Mais ensuite, il va falloir le vomir dans le cas de l'anorexie. C'est-à-dire que dès que l'autre va me montrer la moindre différence avec moi-même, eh ben, je vais le vomir. Je vais vomir cet objet aimé. On va voir. Donc, sur ces trois types d'anorexie, on va dire d'anorexie nerveuse, et n'est pas en relation exclusivement ou principalement avec l'aliment, mais avec le verbe manger, avec la fonction de s'alimenter, c'est-à-dire avec la pulsion. La pulsion, c'est une énergie, c'est un mouvement pulsionnel. Bonsoir, salut à la Tunisie. Donc ce mouvement pulsionnel ou la pulsion, donc cette énergie qui met en rapport, on va dire, le mental et le corps, et cette pulsion, en fait, c'est un mouvement constant. La pulsion ne s'arrête jamais, elle est toujours en mouvement. Mais il peut y avoir différents types de mouvements. C'est-à-dire que quand on parle de pulsion, on parle de 4 éléments de la pulsion. Il n'y a pas de 4 phases d'étapes de la pulsion dans sa constitution, sinon que à chaque fois qu'il y a ce mouvement pulsionnel, Freud nous parle de la poussée, c'est-à-dire de la force qui va la pousser en mouvement. Ensuite, il y a l'objet, et l'objet, c'est l'objet A, c'est-à-dire qu'il y a une place où peut se présenter l'objet. Mais en fait, c'est une place qui est vide, il n'y a pas d'objet. Il n'y a pas d'objet. Mais, et en plus, la pulsion, ce qu'elle fait, c'est entourer l'objet. C'est-à-dire qu'elle fait le tour de l'objet pour revenir sur le sujet. Donc elle va partir d'une source, par exemple la pulsion orale part de la bouche. La pulsion orale parle de l'oral, de l'oralité, des lèvres, de la langue. Elle part d'une partie de ce corps pour ensuite aller vers l'objet, faire le tour de l'objet et revenir sur le sujet. Ça, c'est le mouvement pulsionnel. Et que dans ce mouvement pulsionnel, quels que soient les effets que le mouvement pulsionnel produise, et la source de la pulsion, elle vient d'où? De cette constitution psychosexuelle. Non, ça commence par la bouche, non, l'étape orale, l'étape anale, l'étape phallique, et après il y a le regard et l'écoute. Non, la voix, on va dire la voix et l'écoute. Et donc ça, ce sont les différentes pulsions qui peuvent partir de notre corps. Donc ça, ce sont les sources, non, les sources de la pulsion. Donc, et ce mouvement, la particularité de ce mouvement pulsionnel, c'est un mouvement, en fait, qui obtient toujours satisfaction. Pourquoi? Parce que la satisfaction s'obtient dans le mouvement. D'accord? Dans le mouvement. Par exemple, on va dire que dans le cas de la psychosomatie, qui est capable de produire une lésion, parce que la particularité de la structure psychosomatique, c'est qu'il va se produire une lésion. Pourquoi? Parce que la pulsion, en fait, est l'objet de la pulsion reste dans le corps, donc il ne sort pas. Non? Comment la psychanalyse peut réajuster ce trouble de conduite alimentation? Avec la psychanalyse, c'est-à-dire la possibilité de donner à ce patient la possibilité de parler. On dit que parler, c'est cette possibilité. Parler, on dit qu'une des plus grandes jouissances de l'être humain, c'est d'être écouté. C'est de parler pour pouvoir être écouté. S'il y a quelqu'un qui m'écoute, je parle. Hein, surtout, et dans cette situation, dans ce cadre psychanalytique, bien évidemment, le discours est tout à fait particulier, dans le sens où on va demander au patient qu'il
pratique ce qu'on appelle l'association libre, c'est-à-dire cette possibilité de l'être humain, où Freud il dit que pour certains c'est quelque chose de très facile, c'est-à-dire dire tout ce qui nous passe par la tête sans juger. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de venir raconter des faits, venir raconter quelque chose de précis, sinon qu'il s'agit d'exprimer des choses qui nous passent par la tête. Je me rappelle de cette petite fleur que j'ai vue, qui était très jolie parce que le printemps est arrivé, etc. Donc, peu importe. Et de la petite fleur, je vais passer à quelque chose d'autre. La petite fleur, c'est déjà référence sexuelle. Puis après, non, le sujet va associer, il va mettre une couleur à la fleur, il va l'associer à autre chose. Donc, c'est-à-dire que peu importe de quoi il parle, ce qui est important, c'est qu'il arrive à faire cette association. Bien évidemment, une association qui est en relation avec ce qui lui passe par la tête, avec quelque chose qui parle de lui. Il ne s'agit pas de faire une association libre comme un cadavre exquis, par exemple, des surréalistes. Non, il s'agit de faire quelque chose où, en fait, on ne s'éloigne pas de soi. Donc, tout ça pour parler de cette pulsion, de ce mouvement de la pulsion, qui obtient toujours une satisfaction. C'est pour ça qu'on dit que dans l'appareil psychique, il y a toujours satisfaction, même dans le cas des anorexiques, qui peuvent en arriver à être à l'hôpital, qui peuvent rentrer à l'hôpital parce qu'ils sont dans un état où ils ont besoin d'être alimentés à l'hôpital. Mais il y a dans l'appareil psychique satisfaction. C'est-à-dire qu'il peut y avoir souffrance du sujet dans la conscience et satisfaction dans l'appareil psychique. Et c'est pour ça, c'est parce qu'il y a cette satisfaction dans l'appareil psychique que c'est si difficile de modifier des comportements. Les gens disent, mais qu'est-ce que je dois faire? Il ne s'agit pas de manger, ni dire à l'anorexique qu'elle doit manger. Il ne s'agit pas de ça, sinon qu'il va falloir faire un travail, l'écouter pour pouvoir intervenir sur son discours, pour pouvoir interpréter, pour montrer comment le sujet pense. Parce qu'en fait, les interprétations font référence un petit peu à une lecture que le psychanalyste va faire sur la manière de penser du sujet. Que sa manière de penser, en général, c'est une manière de penser qui vient entraver sa vie. Beaucoup de gens disent « je me boycotte moi-même », c'est-à-dire je me mets des bâtons dans les roues dans ma propre vie. Et ce que va venir souligner la psychanalyse, c'est comment l'autre pense et pourquoi il en arrive à mettre des bâtons dans les roues. C'est-à-dire lui montrer qu'on peut mettre les bâtons ailleurs, qu'on peut mettre des bâtons pour construire quelque chose et pas les mettre de cette manière. Donc cette pulsion, ce qui est intéressant de penser, c'est que la pulsion orale, en fait, elle fonctionne tout le temps. La pulsion orale, si je ne lui donne pas un but, j'en arrive à l'alcoolisme, comme on avait vu la fois dernière, ou à fumer, ou j'en arrive à utiliser la bouche pour des choses en fait qui peuvent me faire mal. Mais c'est pas obligé. Après, je peux faire un direct sur Facebook pour parler pendant 1 heure. Et donc, j'ai aussi la satisfaction de la pulsion orale. Donc, cette pulsion, je répète, l'idée principale, c'est qu'elle ne s'arrête jamais. Même dans le cas de l'anorexie, c'est-à-dire même dans le cas de l'anorexie qui ne mange rien. Et non, il faut l'écouter, rêve de meuble. Il faut l'écouter, pas essayer de l'amener vers l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, il faut pas. C'est la décision du patient. Nous, ce qu'on va lui montrer, c'est comment il met les bâtons dans les roues, pourquoi il met les bâtons dans les roues, pourquoi. Non, on dit que la psychanalyse, en fait, ce qu'elle fait, c'est elle ouvre des portes parce qu'elle va montrer au sujet comment il fait pour mettre ses bâtons dans des roues pour qu'il puisse cesser de le faire, parce qu'il ne se rend pas compte. Non, il voit qu'il se boycotte, mais il ne sait pas comment il fait pour se boycotter, pourquoi il en arrive à se boycotter. L'anorexique ressent une satisfaction psychique, mais pourquoi il souffre énormément de cette restriction des aliments? Parce qu'il y a souffrance, donc souffrance dans la conscience et satisfaction psychique. Donc on va voir un petit peu, quand on fait référence et que j'insiste sur le fait que cette pulsion ne cesse d'être en mouvement, ne s'arrête jamais, elle ne peut pas s'arrêter, on va dire, ça veut dire que cette pulsion orale, elle fonctionne, non? Mais qu'est-ce qui se passe? L'anorexie du nourrisson Ludovic est en relation avec la mère. Très certainement,
quand il y a anorexie du nourrisson, c'est parce que la mère a des difficultés à alimenter son enfant. Hein, c'est fort probable. Mais il faut, comme le nourrisson ne parle pas, ben, il va bien falloir faire parler les parents. Et que c'est les parents, hein, que d'ailleurs on le voit très, très souvent dans les psychanalyses, c'est-à-dire que les pères, les mères qui commencent une psychanalyse vont modifier bien évidemment leur relation avec leurs enfants. Donc c'est-à-dire que dans le cas de l'anorexie ne cesse pas de manger. Non, je crois que c'est Rêve de meubles qui faisait référence à ça, c'est-à-dire que là, dans le cas de l'anorexie, la pulsion continue, mais on va voir que la particularité dans l'anorexie, c'est qu'en fait, ce qu'elle mange, c'est rien. Et rien, c'est quelque chose, c'est rien. Non, c'est pas qu'il y a non, c'est-à-dire qu'elle va manger rien. Et en fait, elle passe toute la journée en train de manger, mais à manger rien. Et c'est là le problème, parce qu'il y a un vide. Non, elle mange un vide, mais elle mange ce vide. C'est-à-dire que la pulsion est active, la fonction est présente, ça fonctionne, non, et que le mouvement pulsionnel est là, non, parce que le mouvement pulsionnel ne peut pas cesser de fonctionner. Et que normalement, ce mouvement pulsionnel, donc comme je disais, il va entourer, non, il va faire le tour, il va entourer l'objet pour revenir sur le sujet. Et en fait, dans le cas de l'anorexie, il n'y a pas d'objet. Il y a ce vide, ce rien. Ce qu'il mange, en fait, ce qu'il y a, c'est un trou. Et en fait, ce trou, ce rien, ben, c'est le manque chez la mère. C'est encore une question avec la mère. C'est une question avec la mère parce que c'est une question qui est en relation donc avec l'alimentation, parce qu'on avait vu que dans le cas de l'alimentation, ce qui est important de penser, c'est que c'est un don. C'est un don qui vient couvrir une nécessité. Non, quand la maman va alimenter son bébé, c'est un don qui vient couvrir de nécessité l'enfant, mais pas seulement. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas simplement de lui donner du biberon, sinon qu'il y a le besoin d'amour. Non, je me rappelle, j'ai vu, je crois que c'est un film sur la vie de Françoise Dolto, où elle travaille dans un hôpital. Donc, je sais pas, c'est dans les années 40, je crois que c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, je crois, hein, qu'elle s'occupe d'un hôpital et elle conseille, elle dit que les infirmières viennent se plaindre parce qu'elles disent tous les bébés n'arrêtent pas de pleurer. On leur a donné à manger, mais ils n'arrêtent pas de pleurer, ils continuent à pleurer, on ne sait pas quoi faire. Et vous savez ce que François Dolto leur dit? Parlez-leur, simplement un petit mot, parlez-leur. Il faut aller parler aux enfants. C'est-à-dire que quand il va, même un nourrisson va se tranquilliser par la parole humaine. Il fallait leur raconter des histoires, parler aux enfants. Et donc, parler aux enfants, c'est quelque chose qui est en relation avec l'amour, que l'amour, c'est pas simplement le bercer, non, le prendre dans les bras, lui parler. Non, c'est ce qui fait en référence, donc l'anorexique se culpabilise après avoir mangé de rien. Après avoir mangé rien. C'est manger rien, c'est pas manger de rien, c'est manger rien. Donc, et on dit que ce manger rien, donc on dit que c'est en relation avec la mère, c'est en relation avec ce don d'amour alimentaire. Non? Et en fait, on en revient un petit peu à ce dont on faisait référence la fois dernière, c'est-à-dire que cette mère qui doit être castrée, cette mère à qui on a attribué un phallus, et en fait ce phallus, il va falloir le désattribuer, ce phallus, parce que la mère, bien évidemment, n'a pas de phallus, puisque le phallus, en fait, personne ne l'a. Non, c'est une attribution des enfants, le phallus. Donc l'anorexie doit venir en psychanalyse pour faire ce travail de désattribuer le phallus de la mère. Alors, c'est pas quelque chose, non, c'est une opération qui va se faire par des mots. C'est comme une opération chirurgicale qui va se faire uniquement par des mots, puisqu'il va falloir qu'elle reconnaisse le manque chez la mère. Mais bien évidemment, si elle reconnaît le manque chez la mère, je dis elle ou il, bien évidemment, c'est reconnaître aussi qu'il existe un manque chez le sujet même. Parce que pourquoi on ne veut pas castrer la mère? Parce que si ma mère est castrée, ça veut dire que moi aussi.
Donc, ce n'est pas parce que je veux, donc qu'il n'y a pas de différence, on va dire, entre la mère et moi, dans ce sens-là. C'est-à-dire que si je castre ma mère, j'en arrive à me castrer moi-même. C'est-à-dire, je deviens un être humain mortel, un être humain qui a besoin des autres pour vivre, un être humain qui va améliorer ses relations avec les autres. Donc, désattribuer ce phallus à la mère, c'est quelque chose d'indispensable pour pouvoir grandir. Mais dans le cas de l'anorexie, en fait, l'anorexie, on peut dire que c'est un patient qui reste collé au sein de la mère. Au sein de la mère. Alors, une mère qui l'a alimenté ou une mère qui l'a mal alimenté. Alors aussi, c'est-à-dire que l'anorexie, en général, peut être considérée comme une plainte de la part du patient, c'est-à-dire que son image physique, ce qu'elle montre, c'est une plainte principalement face à la mère, c'est-à-dire que elle va changer l'ordre des choses, dans le sens, au lieu de dire que c'est elle qui a besoin de la mère, elle va montrer qu'en fait c'est la mère qui a besoin d'elle, parce que la mère va intervenir. Non, très souvent dans le problème des anorexies, il y a l'intervention de la mère non, c'est la mère qui va s'occuper de sa fille, on va dire. Pourquoi la prévalence de l'anorexie chez le sexe féminin est plus élevée que chez les hommes? Je ne sais pas, Lila, je ne sais pas. Non, mais je ne sais pas, c'est une question à étudier. C'est une question à étudier parce qu'effectivement, c'est ça. Parce que Freud va nous dire que dans tous les cas, les enfants, c'est-à-dire qu'on ne peut pas intervenir sur le comportement de la mère, ou on ne peut pas dire que la mère, je veux dire, parce que l'anorexie, elle a 20 ans, elle a 30 ans, elle a 40 ans, non? Donc on ne va pas aller s'occuper de sa relation avec sa mère, sinon qu'on va écouter ce qu'elle, elle raconte, ou ce que lui, il raconte de sa relation avec la maman. Mais il ne s'agit pas d'une vérité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas croire que ce que le patient nous raconte, c'est quelque chose qui réellement a eu lieu. Ça a eu lieu pour lui. Mais si on parle avec la mère, peut-être que ça n'a rien à voir avec la situation de l'enfant. C'est-à-dire que Freud il va nous dire que tous les enfants considèrent qu'ils n'ont pas été assez alimentés. Et ça, c'est une chose, pas assez bien alimentée, pas correctement, qu'on leur a enlevé le sein trop tôt, qu'on les a pas soignés assez, qu'ils n'ont pas eu assez d'attention de la part de leurs parents, qui leur a manqué. Non? C'est-à-dire que ça, c'est une attitude, Freud, il va dire, c'est une attitude en général qui est une attitude des enfants en général qui peut se manifester à l'âge adulte, parce que les enfants passent par là, donc qu'ils n'aiment pas quand on leur donne une cuillère et qu'ils doivent commencer à manger avec la cuillère, ça leur plaît pas trop, mais c'est surtout à l'âge adulte où il peut y avoir cette régression sur cette étape-là où ils vont se plaindre de la mère. C'est quoi l'anorexie mentale, Stéphie? Vous dites que l'anorexique ne s'est pas senti bien alimenté. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, chez ça, c'est-à-dire que c'est une sensation du sujet, ce n'est pas une vérité, on ne sait pas comment a été la mère, et peu importe, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'a senti le sujet. Que le sujet, je veux dire qu'on ne peut pas aller maintenant voir les femmes pour voir comment elles alimentent leur enfant en disant tu ne fais pas bien, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, parce que nous ne savons jamais quelles vont être les conséquences. C'est-à-dire que nous ne savons jamais comment les enfants ce qu'ils vont faire. Vous vous rappelez la phrase de Sartre qui dit « Qu'est-ce que je vais faire maintenant avec ce que mes parents m'ont donné ?» Et mes parents, ils me donnent une chose, mais avec ce que mes parents m'ont donné, qu'est-ce que j'en fais? Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que ça va faire référence à la position du sujet. Qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai reçu? Prédominance féminine selon le D. Donc, il s'agit, on dit, de cette plainte, c'est-à-dire que les manifestations de l'anorexie, ce qu'elle va montrer aux autres, à cette négation à vouloir manger, à vouloir s'alimenter, on va dire, se manger rien, en fait, c'est une plainte, et c'est une plainte principalement envers la mère. C'est une plainte, mais pas envers cette dame, sinon envers la mère que la patiente a dans la tête, non? Une façon de le dire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de cette dame, sinon qu'il s'agit de comment le sujet pense
cette fonction mère, comment il a pensé la fonction mère, comment il la pense. C'est pour ça que ce sont des idées. Ce sont des idées. Ça ne veut pas dire que ça n'ait pas été une réalité, mais peu importe si ça a été une réalité ou ce ne l'a pas été. Ce qui est important, c'est, je répète, c'est ce que le sujet va dire de cette situation. Donc, bien évidemment, il y a tout ce travail, on va dire, de l'analyse pour pouvoir accepter que nous provenons d'un père et d'une mère, qu'ils ont dû avoir une relation sexuelle, non, et que l'enfant doit grandir et se séparer de ses parents. Dans le cas de l'anorexie, eh ben, il préfère ou elle préfère rester collé au sein de la mère. C'est une façon de le dire et de ne manger rien. Et c'est-à-dire, il y a une non-acceptation de la castration de la mère, c'est-à-dire que l'imperfection de la mère, le manque de la mère n'est pas accepté. C'est pour ça que le sujet continue à manger rien. Il continue à manger ce trop de façon permanente. Donc ce n'est pas qu'il ne mange pas, c'est qu'il mange tout le temps, mais il ne mange rien. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez complexe, c'est quelque chose de complexe et que bien évidemment, on ne peut pas faire une lecture sur les manifestations de la réalité. D'accord ? Le fait, par exemple, que certaines jeunes disent qu'elles ne mangent pas pour ne pas être grosses, ça c'est un discours manifeste. C'est le discours où elles vont donner cette explication. Sur un divan, le discours va être différent. Le discours va être autre. C'est-à-dire que le psychanalyste va écouter autre chose. Il ne va pas écouter cette phrase de ça peut pas être en lien avec le père. S'il a eu la fonction mère, pourquoi pas, mais peu importe, il mange le manque de la mère. Il mange le manque de la mère. Non, il ne mange pas le manque de la mère, il mange le trop. Il mange le trop, il mange rien pour éviter que la mère ait un manque. C'est pour éviter que la mère ait un manque, puisqu'il reste collé à son sein pour ne pas la castrer, la castrer. Mais tout ça, donc je répète, et ça c'est très important, c'est-à-dire que en psychanalyse, nous ne nous occupons pas de comment les mamans vont alimenter leurs enfants. Ça, il devrait y avoir des pédiatres qui s'occupent d'éduquer, qui devraient être formés en psychanalyse pour pouvoir former les mamans et leur donner des indications de comment il convient d'alimenter les enfants, mais surtout de traiter aussi par la psychanalyse les mères, parce qu'effectivement, il y a des mères qui se retrouvent avec un bébé dans les bras et que c'est pas ce qu'elles imaginaient, c'est différent, qu'est-ce que je vais faire avec ça, il est ceci, il est cela. Non, mais à l'hôpital, dans les cas sévères, ils sont perfusés. Oui, exactement. Ils en arrivent à être alimentés sous perfusion, bien évidemment. Donc là, le cas est grave, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été traitée. Donc, l'anorexie qui arrive à être perfusée à l'hôpital, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été traitée correctement, bien évidemment. Donc, souligner que, bien évidemment, la psychanalyse s'occupe de ce genre de cas et qu'il existe la possibilité de modifier, parce que il y a, dans tous les cas, quand je dis qu'il y a satisfaction de la pulsion, c'est-à-dire qu'il y a dans l'attitude de notre relation avec nos symptômes, il y a une jouissance. Et face à cette jouissance, c'est très difficile de l'abandonner parce qu'il y a une grande satisfaction. C'est pour ça que la psychanalyse est un instrument, je dirais, pratiquement idéal pour ça. Pourquoi ? Parce qu'elle va nous donner la possibilité de construire d'autres manières de jouir, que la jouissance ne se fasse pas uniquement de cette manière-là, qu'il y a d'autres manières de satisfaire la pulsion. Et donc, quand j'arrive à trouver d'autres manières, à produire dans ma vie d'autres manières de satisfaire cette pulsion, alors il ne s'agit pas de recommandations, faites ceci ou faites cela, sinon que c'est quelque chose qui est en relation avec cette pulsion, c'est-à-dire que ça va être une décision du patient pour obtenir d'autres types de jouissance. Déjà, une psychanalyse, c'est un autre type de jouissance, non ? Parce qu'il y a une nouvelle relation dans la vie
du sujet, une nouvelle relation qui va mettre sa pulsion en relation avec la figure du psychanalyste. Donc, obligatoirement, il y a un nouveau mouvement pulsionnel qui va rentrer en jeu dans la vie du patient. Et déjà ça modifie. Non, on dit que déjà téléphoner au psychanalyste et demander un rendez-vous, ça modifie déjà le patient. Il y a déjà une tranquillité qui peut avoir lieu, pas dans tous les cas, hein, nous ne sommes pas des machines, mais qui peut avoir lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà, premièrement, parce que j'ai pris la décision, et deuxièmement, parce qu'il y a déjà une relation qui s'établit avec la possibilité de cette rencontre. Donc, la psychanalyse, c'est un traitement, on va dire, un travail qui va permettre de produire pour le sujet de nouvelles manières de jouissance, qui va à la fin provoquer qu'on va abandonner ce type de jouissance parce qu'on va en trouver d'autres meilleurs, d'autres types de satisfaction. Et alors que la psychanalyse suppose une satisfaction pulsionnelle dans le symptôme. Exactement, Lucie. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est de catégoriser ou de mettre des étiquettes avec tous ces initiales là, qui circulent. Non, ça c'est pour simplifier l'être humain, alors que l'être humain est bien plus complexe qu'être catalogué et étiqueté par des initiales. Non, que c'est quelque chose. C'est pour ça que chaque patient est particulier, que chaque patient est un cas clinique qui ne ressemble à personne. Un cas clinique qui ne ressemble à personne. Et ça, c'est quelque chose qui est important à considérer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer un autre patient avec un autre patient. Donc, chacun sont spécifiques et ont leur manière à eux de montrer comment ils sont en relation avec les autres, avec le travail, avec leur sexualité, avec leur vie artistique, avec leur relation avec les autres, avec leurs obligations, avec leur passé, avec leur avenir, avec leurs projets, que personne ne ressemble à personne. Concernant les addictions, y a-t-il des points communs avec l'anorexie? Disons que le point commun, c'est dans certains non, il n'y a pas obligatoirement de relation. Non, parce que l'addiction en général, l'addiction, on va dire, s'il peut y en avoir, si Annelise, et il peut y en avoir dans le sens où les addictions aussi sont en relation avec la mère, non? C'est aussi un problème avec la mère, c'est-à-dire avec une mère qui n'est pas castrée. On pourrait dire que d'une certaine façon, ce serait ça la relation. Bon, merci à tous. Vous savez que vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux cette vidéo. Je vous en remercie par avance. Que nous venons de commencer un cours très intéressant pour ceux qui n'ont pas encore pris le temps de s'inscrire, qui s'appelle le diagnostic différentiel, où nous allons justement voir les différences de structure entre la névrose obsessionnelle, l'hystérie, la psychosomatique, la psychose, la paranoïa, etc., les névroses d'angoisse. Donc c'est un cours passionnant où vous pouvez vous inscrire, que vous pouvez regarder en différé. Donc, merci de votre participation. Mardi prochain, je serai absente, donc il n'y aura pas de psychanalyse pour tous, mais on continue donc dans 15 jours. D'accord? De toute façon, je vous donnerai les informations sur Facebook principalement. Donc, merci à tous, bonne continuation et à dans 15 jours. Allez, au revoir.